Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Invité aujourd'hui pendant près de 30 minutes, Michèle Tabarot. Bonjour. Bonjour. Michèle Tabarot, députée LR des Alpes-Maritimes, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Vous êtes également questeur. C'est une fonction moins connue qu'on essaiera de faire découvrir à la fin de l'émission. Au sommaire, nous allons parler des emplois fictifs présumés du Rassemblement national, nous allons parler du parti Les Républicains, nous allons parler également de lutte contre l'antisémitisme. On va commencer tout de suite par l'actualité de la semaine et le temps fort de cette actualité. Ce sont donc les réquisitions dans l'affaire des emplois fictifs présumés de ce qui s'appelait à l'époque le Front National. On va d'abord voir un résumé de ce qui s'est passé en milieu de semaine avec Caroline Motte. Un coup de massue pour Marine Le Pen. Le parquet a requis 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. C'est tout ce qu'elle redoutait. Si le tribunal suit ses réquisitions, la triple candidate à la présidentielle pourrait être empêchée de se présenter en 2027, même si elle fait appel. Marine Le Pen y voit une censure délibérément dirigée contre elle. Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, lui apporte son soutien sur les réseaux sociaux. Combattre Madame Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Des peines d'inéligibilité ont été réclamées contre tous les prévenus, ainsi qu'une amende de 4,3 millions d'euros à l'encontre du Rassemblement national. Le jugement doit être rendu début 2025. Alors, Michèle Tabarot, on va être extrêmement prudent parce que d'abord, on va rappeler que ce sont des réquisitions. Ce n'est pas le jugement définitif qui interviendra, on l'a vu sûrement, au début de l'année prochaine. Cette histoire d'application immédiate, on va en parler, mais pour que les gens comprennent bien et un repère, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Hubert Falco à Toulon, qui a dû quitter la mairie de Toulon immédiatement avant l'appel, quoi, en gros. Alors, beaucoup de débats, beaucoup de réactions après ces réquisitions. Des réactions souvent inattendues. On va voir un tweet de Christian Estrosi, donc le maire de Nice, qui rappelle qu'il est un adversaire résolu de Marine Le Pen, mais il explique qu'elle doit être défaite dans les urnes et pas dans les prétoires. Il y a beaucoup de réactions dans ce sens. Est-ce que c'est votre avis également ? Écoutez, moi j'ai tendance à ne pas commenter les décisions de justice, mais aujourd'hui ça n'est pas une décision de justice. Donc attendons de voir ce que la justice va décider. Effectivement, le fait de rendre inéligible et surtout de mettre en application immédiatement cette décision serait lourde de conséquences. On l'avait vu, vous l'avez rappelé avec Hubert Falco. On a le sentiment qu'il n'y a pas la possibilité pour les élus d'avoir le même traitement que les citoyens, c'est-à-dire qu'un appel puisse vous permettre de vous défendre et d'aller au bout des procédures qui sont autorisées par notre pays. Donc ça aurait bien entendu un impact assez lourd sur la vie politique et je suis un petit peu comme tous ceux qui sont intervenus. Je pense qu'il est préférable que les choses pour les élus que nous sommes se décident au moment des élections plutôt que dans le cadre de décisions de justice qui peuvent être décidées, mais l'inéligibilité immédiate me poserait problème. Alors, on va parler maintenant du parti des Républicains, un chapitre important parce qu'il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs aspects. Vous êtes présidente par intérim des Républicains dans les Alpes-Maritimes, puisque Éric Ciotti est parti. Vous avez également intégré la direction collégiale des Républicains au niveau national. Vous êtes 4, je crois, oui, à la direction collégiale. Avec Annie Genevard, Daniel Fasquelle et François-Xavier Bellamy. On va voir une photo qui est une photo qu'on pourrait appeler, en tout cas à l'époque, c'était une photo de famille, c'était au Canet. C'était la fin de la campagne des Européennes. Il y a François-Xavier Bellamy, il avait terminé la campagne chez vous, au Canet. Vous étiez là, il y avait donc Éric Ciotti, et il y avait aussi Laurent Castillo, député européen depuis, et Ciotti. Alors cette photo, elle appartient au passé, on l'a compris. On connaît votre désaccord avec Éric Ciotti, vous l'avez déjà exprimé. Vous êtes là, il va y avoir une élection à la tête des Républicains à 06. Alors, je ne sais pas, vous allez nous dire si vous voulez être candidate. Est-ce que vous ne craignez pas que les militants républicains dans les Alpes-Maritimes soient tous ciotistes ? Non, écoutez, je vais vous rassurer, malgré les relances permanentes d'Éric Ciotti et de l'UDR, les propositions d'adhésion à prix cassé, les rappels, mails, courriers, tout ça, il n'y a pas eu d'hémorragie au niveau de nos militants. Il n'y a pas eu de fuite. Il n'y a pas eu d'hémorragie. Il a bien entendu dans sa circonscription et la circonscription de Madame Dintorni des militants qui les suivent. Mais nous n'avons pas vécu véritablement d'hémorragie dans les Alpes-Maritimes, comme
comme ça n'a pas été le cas au niveau national non plus. Je dois dire que nos militants, nos cadres, nos élus nous ont suivis. Il n'est parti qu'avec Madame Dintorni. C'est la seule à l'avoir suivi, et peut-être Monsieur Leroy, enfin, qui hésite chaque jour dans ses positions. En tout cas, concernant les autres, ils ont souhaité garder leur appartenance à notre famille politique. Et j'étais récemment, dans le cadre de mes fonctions nationales, en échange avec les militants, puisque j'étais dans le cadre d'une vision avec tous les cadres de notre parti pour voir avec eux comment reconstruire notre famille politique après ce séisme. Vous l'avez montré, une photo 3 jours avant les élections européennes, 5 jours après cette photo, le président de notre famille politique, président départemental, partait avec le Rassemblement national. Donc c'est un peu difficile à expliquer. Mais quoi qu'il en soit, nos cadres sont restés mobilisés et ont la volonté, de participer à la refondation de notre parti, de travailler sur les statuts comme nous l'avons décidé donc, dans notre bureau politique, et 3, préparer les prochaines échéances électorales. Alors, il y aura donc une élection nationale et puis ensuite une élection locale, départementale, puisque la fédération n'a plus de président. Est-ce que vous serez candidate? Alors, la fédération a un président, puisque je suis présidente par intérim. Oui. Est-ce que vous serez candidate? C'est encore loin, monsieur Migout. Nous avons d'abord l'élection du président qui devrait avoir lieu dans le courant du premier trimestre et ce sera 2025. Normalement, les élections, le renouvellement des cadres dans les fédérations, le renouvellement est prévu en 2026. Est-ce que les choses seront avancées avec le nouveau président ou pas? Voilà. Le calendrier est encore très, très flou, donc c'est encore loin. Il y a une question qui se pose aussi, on l'a évoqué largement sur notre antenne, c'est la question de la majorité départementale. Ça s'est joué le 4 octobre dernier. Finalement, Éric Ciotti est resté dans la majorité départementale de Charles-Ange Ginesy. On va écouter justement Charles-Ange Ginesy. Écoutez, je vous ferai réagir après. Majorité départementale, qui a plaidé pour une clarification et une mise en minorité d'Éric Ciotti? Personne. C'est bien tout le sujet. On a entendu des voix à droite, à gauche, par l'intermédiaire des médias, par votre intermédiaire. Quand on me dit quelles sont les pressions que vous avez eues, je n'en ai pas eu. Michel Tabarot, peut-être? Non, j'ai eu des demandes. J'ai eu pas de rendez-vous d'ailleurs, puisqu'il y a un rendez-vous dont on a parlé qui n'a jamais été programmé et qui n'a jamais eu lieu. Mais c'était plutôt des demandes, voilà. On discute entre gens intelligents, on discute entre gens raisonnables et raisonnés. Et je vous dis, le patriotisme départemental, c'est un mot qui résonne bien dans l'esprit de tous ceux qui m'ont rejoint. Alors vous allez nous confirmer s'il y a eu pression ou non, en tout cas la teneur de ce que vous avez demandé à Charles-Ange Ginesy. Et question subsidiaire, est-ce que selon vous, cette clarification qui n'a pas eu lieu, en tout cas selon vous, est-ce qu'elle doit se faire maintenant? Moi, je suis tout à fait favorable à une clarification. Vous savez, il y a un problème de cohérence, Monsieur Migout. On ne peut pas être à Paris motivé pour taper sur le gouvernement en permanence, taper sur les LR et ensuite vivre ici comme si rien ne s'était passé. Oui, mais au niveau local, souvent, les élus locaux disent non, mais au niveau local, c'est moins passionné. C'est moins passionné, mais vous savez, il y aura une clarification obligatoire. Vous savez, nous allons avoir des échéances électorales. Est-ce qu'on oublie tout ce qui s'est passé ou est-ce qu'on est chacun dans un couloir différent? Éric Ciotti a choisi un couloir différent. Il a choisi le Rassemblement national. Il a choisi de quitter sa famille politique. Il a estimé, et il le montre en posant des questions à Michel Barnier avec une violence certaine, qu'il est totalement sur une autre ligne politique. Ça n'a pas de logique. Il faut qu'il soit cohérent d'abord avec lui-même. Il n'a plus rien à faire avec les LR, et donc pas dans ce département et pas au niveau national. Et il faut aussi que nos amis soient cohérents. Nous avons des parlementaires qui se tapent dessus à Paris et qui s'embrassent ici. Je pense que les électeurs ne peuvent pas comprendre ça. Autant il faut être très respectueux de l'engagement de chacun, et moi c'est tout à fait ma démarche. Mais lorsque vous avez choisi soit de rester dans une famille politique, soit de la quitter, eh bien vous devez être cohérent avec cette démarche-là. Alors reconnaissez que c'est quand même compliqué parce que, vous me répondez rapidement, mais les LR qui sont dans le groupe majoritaire au département, donc qui siègent à côté d'Éric Ciotti, la présidente par intérim de la Fédération LR06, vous ne demandez pas leur exclusion quand même? Je ne vais pas demander leur exclusion, mais à un moment donné, je vous dis, la clarification sera faite. Nous avons soutenir Charles-Ange Ginesy en tant que président, c'est une chose. Siéger aux côtés d'Éric Ciotti et donc de membres qui sont dans une autre fonction au niveau national, c'est compliqué.
La stratégie maintenant, toujours pour les Républicains au niveau local, on va voir plusieurs photos. Ce sont des personnalités locales qui avaient quitté les Républicains et qui sont revenus. Alors, ils n'étaient pas allés à Horizon, parce que souvent on a un petit peu confondu. Ils avaient simplement quitté les Républicains, Joseph Ségura, Pierre-Paul Léonelli et Jean-Jacques Carlin. Donc, je suppose que ça vous satisfait. Est-ce que vous pensez que ça devrait être plus global, par exemple? Est-ce que vous souhaiteriez que Christian Estrosi rejoigne les Républicains? Il rappelle beaucoup en ce moment qu'il a été UMP, qu'il est gaulliste, etc. Est-ce que pour vous, finalement, ce serait plus clair aussi? Moi, la famille est ouverte. À la fois, je ne comprends pas ce qu'on disait à l'instant, donc la situation avec Éric Ciotti et avec ses amis. Autant venir adhérer à notre famille politique, c'est quelque chose de normal. C'est le cas des militants, c'est le cas des élus, et je m'en réjouis. C'est preuve que notre famille apporte quelque chose, qu'elle est en train de travailler au niveau local et au niveau national pour changer la vie de nos concitoyens. Et je pense que c'est un atout pour nous de pouvoir, comme ça, fonctionner avec les élus. Christian Estrosi fera ce qu'il souhaite. C'est à lui de prendre sa décision. Mais je me réjouis de savoir déjà que nous avons des conseillers départementaux et régionaux qui ont choisi de reprendre leur carte aux Républicains. Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce que c'est une question importante. C'est à la fois local et puis c'est aussi national. Il y a une majorité en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle un socle commun. Alors le socle commun, si j'ai bien compris, il y a Horizon, il y a le MoDem, il y a également Ensemble pour la République. Il y a plusieurs partis comme ça. Est-ce que c'est pas un petit peu trop disparate? C'est-à-dire que pour la présidentielle, par exemple, est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir autant de sensibilités différentes dans ce socle commun? Vous ne pouvez pas avoir deux candidats. Alors, M. Micou, il faut se souvenir de ce qui s'est passé, puisque nous sommes au gouvernement aujourd'hui. Une dissolution, des résultats terribles, avec une assemblée totalement éclatée. La volonté, à un moment donné, du président de la République de rentrer en contact avec la gauche et l'extrême gauche pour essayer de constituer un gouvernement avec Mme Castex qui faisait des propositions. Et ensuite, un flottement pendant plusieurs semaines. Il allait même proposer à Bernard Cazeneuve d'être Premier ministre. Il a proposé ensuite à Michel Barnier d'être le Premier ministre. Michel Barnier, qui a une expérience certaine et une volonté de travailler pour son pays, a accepté, bien entendu, en constituant un gouvernement qui n'est pas un gouvernement uniquement LR, qui est un gouvernement composé, vous l'avez dit, de plusieurs familles politiques qu'on appelle le socle commun. Nous avons pris nos responsabilités. Nous avons déposé, juste après l'élection, un pacte législatif pour bien expliquer ce que nous souhaitions faire pour notre pays. Et donc, Michel Barnier, avec ses ministres, et je me réjouis d'avoir à l'intérieur un Bruno Retailleau qui fait un travail remarquable contre le narcotrafic, qui est en pointe sur tous les sujets. Nous avons donc un gouvernement qui travaille pour nos concitoyens dans un contexte totalement inédit de la vie politique. Alors aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là, un partenariat avec différents groupes qui composent ce socle commun. Et puis pour l'avenir, nous verrons bien comment les choses s'organisent autour d'une ou de deux candidatures. Alors c'est effectivement un peu tôt, mais on va prendre un cas très concret. Et là, c'est pas de la politique politicienne. À Nice, par exemple, il va y avoir un candidat de l'Union des droites qui sera sûrement Éric Ciotti. Enfin, on verra. Il y aura peut-être un candidat de l'Union de la gauche. Ça se dit également en ce moment. Christian Estrosi a dit qu'il était candidat. Est-ce qu'il faut, question très concrète, est-ce qu'il faut qu'il y ait un candidat LR à la mairie de Nice? Écoutez, nous allons voir. Vous savez, on risque d'avoir des législatives anticipées. Ça se posera dans d'autres villes aussi, ce cas de figure. Absolument. On risque d'avoir des législatives, une nouvelle dissolution. Donc, c'est quelque chose de possible à partir du mois de juin, vous le savez. Il peut se passer beaucoup de choses. Nous avons un rendez-vous en 2026 pour les municipales et un rendez-vous en 2027 pour les présidentielles. On verra bien, vous savez, la politique change beaucoup aujourd'hui, donc on verra bien le moment venu où nous nous trouvons. Est-ce que nous sommes dans une coalition? Est-ce que chacun avance de son côté? Comment les choses s'organisent? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sur un socle commun pour redresser le pays,
Est-ce que ce socle va vivre encore pendant plusieurs mois? Nous verrons bien. Vous savez, nous ne savons pas si M. Barnier arrête ses fonctions dans quelques jours, dans quelques mois ou à la fin dans le courant de 2027, à la fin de notre mandat législatif. Alors toujours pour le rôle national des Républicains, là aussi, quelque chose de très concret. Alors on est passé d'une situation un peu bizarre, puisque vous étiez très bas aux élections présidentielles, même aux européennes, et puis là vous avez un Premier ministre, vous êtes au gouvernement. Et vous avez eu une influence importante, notamment dans l'évolution de la question des retraites. Là aussi, on fait un petit résumé avec Marie-Charlotte Duluc. Le gouvernement voulait la reporter à l'été prochain. Elle sera finalement bien appliquée, mais seulement en partie. À titre d'exemple, en janvier, pour une pension moyenne de 1 220 € brut, la revalorisation représenterait environ 14 € en plus chaque mois. Trop peu pour les principaux intéressés rencontrés ce matin. 10 ou 15 € de plus, franchement, c'est se moquer des gens. Pour les petites retraites, celles en dessous du SMIC, la revalorisation du 1er juillet n'a pas encore été définie. Un compromis négocié avec le patron de la droite républicaine, Laurent Wauquiez, et qui doit encore être voté au Parlement. Un effort budgétaire compris entre 500 et 800 millions d'euros sur les 4 milliards d'économies prévues dans le projet de loi de finances. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a eu une surprise dans la forme, puisque c'est Laurent Wauquiez qui a annoncé cette mesure. On n'a pas très bien compris s'il était vice-premier ministre. On parle de co-construction. Comment vous voyez ça ? Déjà, pour répondre au parti, je vous rappelle, nous avons un groupe de 47 députés à l'Assemblée nationale, mais nous avons plus de 130 sénateurs qui portent les couleurs LR. Donc lorsqu'on dit que le parti avait de mauvais résultats, et c'est surprenant d'avoir un Premier ministre, c'est cette force à la fois à l'Assemblée et au Sénat, et puis tous nos élus dans les territoires qui donnent cette force-là. C'est important dans la période actuelle en plus. Absolument. Ensuite, concernant les retraites, vous savez, dans le cadre de ce socle commun, il y a eu un échange avec le Premier ministre pour demander à chaque leader de ce socle commun de choisir un sujet. Gabriel Attal a choisi d'intervenir, lui, sur les allègements de charges. Donc nous, notre souhait, c'était d'intervenir sur les retraités parce que ça faisait partie de nos engagements. Nous souhaitons qu'il y ait une revalorisation. L'annonce du budget était très défavorable au niveau des retraites et nous avons souhaité porter cet effort là-dessus. La volonté de Laurent Wauquiez de l'annoncer, c'était le projet porté par les Républicains. Gabriel Attal, Marc Fesneau et d'autres pousseront leur sujet. Donc c'était cette annonce qui était faite. On a vu là, les gens sont moyennement contents. C'est vrai que c'est des augmentations qui sont minimes. Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est que vous êtes à l'Assemblée, donc tout le temps, il y a des mesures sociales beaucoup plus importantes qui ont été votées là récemment et qui ont été rejetées par l'Assemblée nationale. On ne comprend pas très bien pourquoi ces mesures sociales ont été rejetées. Alors premièrement, sur les retraites, il faut rappeler qu'il ne devait pas y avoir... les retraites devaient être gelées. Là, il y a une augmentation. Elle est de ce qu'elle est, c'est-à-dire que l'effort va être porté sur toutes les retraites et à partir du mois de juin sur les retraites qui sont au-dessous du SMIC. Donc ça, c'est un effort que nous avons souhaité porter sur les plus petites retraites. Ensuite, sincèrement, sur les discussions que nous avons eues, Monsieur Migout, nous avons la gauche et donc l'extrême gauche et le Rassemblement national qui se sont retrouvés. Et nous nous retrouvons à la fin de l'examen du budget à l'Assemblée nationale avec une augmentation de 35 milliards d'impôts et avec une augmentation de 60 milliards de dépenses. Vous connaissez la situation du pays. Nous avons 3 200 milliards de dettes. Nous avons un déficit de 6%. Nous avons un gouvernement qui a préparé son budget en 15 jours, avec les difficultés que nous imaginons. Il est clair que le budget qui a été présenté et amendé par ces groupes, à un moment donné, n'a plus aucune chance d'exister. C'est la raison pour laquelle nous avons voté contre. Ce budget part au Sénat. Les sénateurs vont travailler avec un sérieux différent, je pense, malheureusement, de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et surtout, le gouvernement, ensuite, devra prendre les mesures qui lui paraissent les plus importantes dans les choses qui auront été votées. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Je voudrais qu'on aborde 2 points, parce que je l'ai dit en introduction. Vous faites partie de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Vous avez participé à une délégation en Israël quelques jours
après les attaques terroristes du 7 octobre. Et puis vous y êtes retourné de nouveau il y a quelques semaines. C'était pour le premier anniversaire. On va voir des images. On aurait pu en montrer d'autres, mais on va voir des images des incidents qu'il y a eu au Danemark à l'occasion d'un match de football. En milieu de semaine, il y a eu France-Israël. Bon, ça s'est à peu près bien passé. Mais est-ce que il y a un an, vous imaginiez qu'il y aurait une telle extension du conflit dans des pays qui ne sont pas du tout partie prenante? Écoutez, il y a un an, malheureusement, lorsque je me suis rendue en Israël, quelques jours, vous l'avez rappelé, après les atrocités. C'est pas extension de conflit, c'est prolongement par du le conflit. Hamas. J'étais choquée et je m'étonne que dans notre pays, par exemple, un certain nombre de parlementaires LFI, extrême gauche, aient apporté un soutien au Hamas, qui n'est pas considéré que c'était une barbarie. Ils ont simplement dit voilà, que c'était un combat politique. Combat politique, aller brûler des enfants, des bébés, égorger des familles entières. J'ai assisté à des scènes qui étaient d'une barbarie sans nom. J'y suis retournée, vous l'avez dit, un an après pour commémorer avec ces familles, soit les familles d'otages, soit les familles des personnes qui ont été tuées, des 1400 personnes qui ont été tuées. J'ai été à leur côté parce que j'ai été tellement choquée par ce que j'ai vu. Et pourquoi il y a de tels prolongements l'antisémitisme se développe d'une telle façon? On a le sentiment que certains veulent utiliser cette cause-là pour fracturer notre société. Nous avons besoin de défendre nos compatriotes qui sont de confession juive et qui n'ont pas à regarder vers Israël pour aller s'installer, pour être protégés. Nous avons l'obligation de protéger nos concitoyens et de les protéger quelle que soit leur religion. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ne peuvent plus vivre comme avant. Depuis un an, ils sont obligés de cacher leurs signes religieux. Ils sont obligés de donner parfois d'autres noms lorsque des livreurs viennent les livrer, de peur justement de tous ces actes antisémites. Il faut vraiment que ce soit une cause nationale et je me bats et avec un certain nombre de mes collègues pour lutter contre ça. C'était ma question, vous ne l'imaginiez pas ça il y a un an? C'est quoi? C'est quelque chose qui était latent? Je pensais sincèrement, après ces horreurs, je pensais qu'il y aurait eu une unité nationale pour se ranger aux côtés du peuple israélien qui venait de vivre cette horreur. Et de voir, je vous le dis, des représentants du Parlement français tenir des propos pareils, ça a été le cas là encore pour les supporters israéliens qui ont été agressés de façon extrêmement violente. Il y a eu encore des députés LFI pour tenir des propos inacceptables. Un dernier point, parce que j'en ai parlé au début de cette émission, vous me faites une réponse assez courte, vous êtes questeur. Questeur, il y en a 3 à l'Assemblée, ils sont élus par leur père. En gros, c'est un peu des DRH, des directeurs des ressources humaines, ils s'occupent du budget de l'Assemblée. Je vous pose juste une question là-dessus. On a beaucoup parlé de l'Assemblée qui voulait augmenter son budget dans une période d'économie. Expliquez-nous, est-ce que vous étiez à l'origine de cette augmentation? Comment vous avez pris ce problème à bras-le-corps? Non, alors nous c'était un budget qui avait été voté à la fois au Sénat avant les élections législatives et nous concernant, ça s'est fait immédiatement après, mais nous n'avions pas encore malheureusement les chiffres et la situation du pays. Dès que nous avons su qu'il y allait avoir un effort demandé à nos concitoyens, nous avons souhaité, avec les 2 autres questeurs et avec la présidente, et bien entendu avec nos collègues sénateurs, réduire au maximum le budget et nous travaillons à des réductions supplémentaires. Questeur, ça s'occupe à la fois des travaux, des collaborateurs, des députés. Voilà, ça gère une enveloppe de 600 millions d'euros et je me réjouis de le faire en bonne harmonie avec mes 2 autres collègues. Et je précise d'ailleurs, c'est important je crois que c'est la première fois qu'il y a 3 femmes. Absolument, c'est inédit. Femmes qui sont à la fois de la majorité et de l'opposition. Tout à fait. Voilà, c'est une partie du métier de député qu'on connaît pas très bien. Merci beaucoup, Merci Michel Tabarot, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir passé cette demi-heure avec nous.